écran et après tu… Voilà. Donc, on a vu jusqu'à maintenant des images d'astéroïdes, mais on a vu des points ou des traits en fait. Et c'est assez incroyable tout ce qu'on peut faire à partir de points de lumière sur les astéroïdes ou autres. Mais parfois, on peut vouloir, par exemple, essayer de voir la forme. Donc, pour faire ça, il faut agrandir le télescope. Donc, TRAPPIST est super pour ce qu'il fait, mais il n'est pas fait pour aller voir la surface d'un astéroïde. Il faut des télescopes plus grands. Donc, si on prend vraiment un télescope avec un diamètre beaucoup plus grand, ben, en fait, ça ne marche pas. Ou plus précisément, ça ne suffit pas. Il faut faire autre chose. Il faut prendre en compte l'atmosphère. C'est-à-dire que quand on observe une source lumineuse dans l'espace, les rayons lumineux qui nous proviennent de cette source doivent traverser l'atmosphère, mais l'atmosphère, c'est un milieu turbulent, donc on a des couches d'atmosphère, on a des poches d'air qui ont des vitesses et surtout des températures différentes. Et quand la lumière traverse ces milieux inhomogènes, elle va être déviée avant d'arriver le long de visée de notre système. Donc, on va le voir scintiller. C'est pour ça qu'on voit les étoiles scintiller la nuit. Mais les objets plus grands, dont on peut voir la surface, qui sont suffisamment étendus, on va les voir comme des taches floues, en fait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est utiliser ce qu'on appelle des instruments d'optique adaptative, c'est-à-dire un système optique qui va s'adapter à l'atmosphère entre la source et l'observateur. Quand on fait ça, on n'obtient plus des taches floues, mais ici, une belle image de Neptune, par exemple. Donc ça a été fait avec un télescope du VLT, donc le Very Large Telescope au Chili. C'est un ensemble de 4 télescopes qui sont équipés de tels instruments d'adaptation. Oui. Vas-y, juste un problème de connexion, mais vas-y, ça marche. Ça marche? Oui, oui, sinon, tu me dis, hein. Tu peux continuer, oui. Donc, ils sont occupés de tels instruments qui permettent de corriger les effets de la turbulence de l'atmosphère. Et donc, on a depuis quelques années un instrument vraiment formidable sur un de ces 4 télescopes qui s'appelle SPHERE et qui, à l'origine, est dédié à la recherche de planètes autour d'étoiles extrasolaires, donc d'exoplanètes. Mais des astronomes basés à Marseille se sont dit, bon, cet instrument, il est vraiment formidable, il est très puissant, mais si on essayait non pas de chercher des planètes, mais d'observer nos bons vieux astéroïdes dans ils se sont dit, on va faire ça, on va observer les plus gros astéroïdes de la ceinture principale. Donc les plus gros, parce que c'est les plus simples, donc c'est ceux pour lesquels on va pouvoir avoir assez de résolution pour voir la surface, mais aussi parce que c'est les plus intéressants à étudier. Donc le résultat, vous voyez ici sur ces 2 images. Marin, mais on pose sa caméra, je crois qu'il y a un problème de débit. La caméra, ok. Est-ce que ça marche mieux? Allez, vas-y. On va essayer. Donc vous voyez le résultat qui est ici. Donc vous avez Pallas, le deuxième astéroïde à avoir été découvert, et Iris. Et là, on voit vraiment des détails incroyables, des images vraiment formidables, où on voit la forme globale de l'astéroïde, mais aussi des détails vraiment à la surface. On voit des cratères, on voit des zones plus brillantes, des zones plus sombres, et donc ça permet de faire toute une nouvelle science sur ces objets-là. Ces astéroïdes ont été observés dans une étude qui en fait observe une… Marin, on te perd là. Allô? Ouais, c'est un problème de connexion. Mais vas-y. Marin? Oui. Tu m'entends, Youssef? Oui, ça va, vas-y. Ok. Donc, ça va. Voilà. Donc, vous voyez tous ces détails, mais vous pourriez me dire… Oh. D'accord, on voit des cratères, on voit des choses, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que ce n'est pas des artefacts du système instrumental ou
au traitement d'image, etc. Et donc, l'idée, c'est de comparer avec quelque chose qu'on connaît. Donc, on a la chance d'avoir des données incroyables de deux astéroïdes de la ceinture principale, Vesta et Cérès, qui ont été visités il y a quelques années déjà par la sonde de la NASA Dawn. Et donc, on sait vraiment avec beaucoup de précision leur forme et leur topologie, leur surface. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est observer ces astéroïdes et ils ont comparé. Donc, vous voyez ici à gauche une image prise par l'instrument sphère, donc prise du sol depuis la Terre, comparée avec un modèle généré par les données de la sonde, prises à quelques centaines de kilomètres seulement de l'astéroïde. Donc, on voit ici qu'on peut reconnaître vraiment des caractéristiques de la surface. Donc, on voit des cratères ici, on voit des zones plus sombres, des zones plus brillantes, qui correspondent effectivement avec les données prises sur place par la sonde. Donc, ça permet vraiment d'avoir confiance en les images qu'on a obtenues. Alors, cette étude, elle est aussi liée à TRAPPIST, parce que ces images qui ont été prises, c'est quelques images, une dizaine, une vingtaine peut-être de ces astéroïdes, mais en fait, pour bien les étudier avec précision, on a besoin aussi d'instruments comme TRAPPIST pour les observer pendant très longtemps, prendre beaucoup d'images, beaucoup de données. Parce qu'en vérité, on a très peu de temps qui est disponible pour de telles observations. Donc avec TRAPPIST, on a observé ces astéroïdes. Et ici, je vous donne l'exemple de IGA, qui était assez surprenant, parce que c'est le quatrième plus gros astéroïde de la ceinture principale. Et avant, on lui connaissait une période très longue de rotation, très longue, de plus de 27 heures. Et donc avec TRAPPIST, on a commencé à l'observer pendant plusieurs pays, ça a duré longtemps. Et on s'est rendu compte en fait que la période de rotation que l'on connaissait n'était pas celle de 27 heures, mais de la moitié de cette période. Comme on peut le voir en fait sur la courbe de lumière ici à droite, où on voit que si on utilise une période de 13 heures, de la moitié de 27 heures, on obtient une courbe de rotation comme ceci. Donc ça a été assez étonnant. Et si l'on compare cette courbe de rotation avec l'image qui a été prise par sphère, on voit cet objet qui est très rond, qui est très lisse, très rond, ce qui était vraiment une surprise en fait. Un autre exemple, c'est l'astéroïde de Psyché, qui est un astéroïde très intéressant. C'est le plus gros astéroïde métallique connu. Donc, vu qu'il est métallique, c'est très intéressant. On pense que c'est peut-être un cœur d'un objet protoplanétaire qui était dépecé un peu de son manteau, donc il ne serait resté que le cœur métallique. Et qui sera l'objet d'une mission spatiale de la NASA, donc qui devrait arriver en 2026 en orbite autour de cet astéroïde pour l'étudier. Et donc, en attendant, avec Sphère, on a pris des images de cet objet. Et vous voyez ici les images prises par Sphère tout à gauche. Au milieu, le modèle de forme que j'ai pu construire en utilisant ces images, donc qui permettent de reconstruire ce modèle de forme. Vous voyez ici les différentes images qui défilent avec le modèle correspondant. Alors pour vous donner une idée, les Américains aiment bien dire que c'est un astéroïde plus ou moins de la taille du Massachusetts. En fait, j'ai trouvé que le rayon moyen de cet astéroïde correspondait vraiment exactement à la distance nord-sud de la Belgique. Donc ça me parle un peu mieux, comme vous pouvez le voir à droite. Donc voilà, ici encore le modèle de forme reconstruit. Donc, je pense que je peux... Voilà. Donc, ici, c'est une vue du pôle, et donc on peut faire différentes choses avec un tel modèle. Donc on peut observer sa forme globale. On peut voir qu'il y a des zones ici un peu droites, ici une sorte de dépression, qui sont liées peut-être à des impacts il y a très longtemps lors de sa formation, puis après sa formation. Vous pouvez voir ici une zone vue de l'équateur, donc l'astéroïde est censé tourner plus ou moins comme ceci, le long de cet axe.
Et vous voyez qu'il ressemble, qu'il a l'air très plat, qu'il ressemble beaucoup plus à un ellipsoïde. Et donc, on peut lier des informations de cette forme à comment est-ce que cette astéroïde aurait pu se former et quelle histoire, notamment collisionnelle, il a pu avoir lors de sa vie, depuis sa formation jusqu'à nos jours. Et finalement, on peut essayer de lier toutes ces différentes formes à vraiment la nature de l'intérieur de ces astéroïdes. Par exemple, des objets comme Hygiea plus gros, qui sont plus ronds, des objets plus petits, comme Tessel, qui ont des formes beaucoup plus compliquées, et des objets comme Psyché, avec des formes plus intermédiaires. Et donc, tout ça nous informe sur vraiment la composition, l'histoire et la formation de ces objets. Voilà. Merci. Ça vient, on m'entendait mieux ou... Oui, oui, merci. Merci, Marin. Donc, Emmanuel? Oui, merci beaucoup, Marin, pour toutes